bienvenue sur Monaco Info. Nous sommes le mercredi 30 octobre. Voici les titres de votre édition. Pour commencer, retour sur l'ouverture de la conférence ministérielle de la francophonie. Nous parlerons de la dernière création des Farfadets intitulée « Brûler des voitures ». Nous assisterons à un concert de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo à l'Opéra Garnier. Et enfin, nous découvrirons notre invité de la semaine. Il s'agira de la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie. Nous vous en avons déjà parlé dans notre précédente édition. Ce 30 octobre a été marqué par l'ouverture de la conférence ministérielle de la francophonie. Avant de découvrir notre invité de la semaine à ce sujet, voici les temps forts de cette première journée avec Sandrine Nègre. La langue française comme point commun. Les ministres et les délégations de tous ces pays sont réunis en principauté à l'occasion de la 36e conférence ministérielle de la francophonie sur le sol de la principauté de Monaco, État dans lequel, comme le soulignait Serge Tel, la francophonie a toujours eu une place importante, vecteur de valeurs comme la solidarité. Un peu plus d'un an s'est écoulé depuis le sommet de Yerevan. Et les souvenirs de ce grand rendez-vous de la francophonie demeurent encore bien présents dans notre esprit. Ces moments de convivialité tant appréciés, mais aussi les engagements collectifs que nous avons pris pour faire de la francophonie un acteur important des relations internationales, une force de proposition crédible pour répondre aux défis du monde d'aujourd'hui. Ramener les populations au cœur de nos missions. C'est dans cet objectif que j'ai tenu, pendant mes différentes visites dans vos États et gouvernements respectifs, à voir de près les projets que l'Organisation internationale de la francophonie met en œuvre sur le terrain. Partout où je suis passée, en Afrique, en Europe, dans les Amériques et dans un mois en Asie, j'ai constaté avec beaucoup de satisfaction que la francophonie jouit d'un important capital de sympathie. Le thème d'ailleurs de cette conférence, réconcilier l'humanité et la planète, perspective dans l'espace francophone à la veille des 50 ans de l'Organisation internationale de la francophonie en 2020, une organisation qui ne cesse de rappeler l'importance qu'il faut accorder à la jeunesse. Aujourd'hui, la francophonie n'est plus seulement une langue parlée en Tunisie. Aujourd'hui, la francophonie n'est plus seulement une façon de vivre adoptée au Québec. Aujourd'hui, la francophonie n'est plus seulement une culture promue en France. Notre organisation résonne par-delà les limites de nos 88 États et gouvernements membres présents sur les 5 continents avec près de 300 millions de locuteurs francophones dans le monde. Elle s'est construite avec la conviction qu'avec la langue française, c'est un partage de valeurs qui s'opère dans les domaines de la paix, du respect de l'état de droit, de la solidarité et du partage. Planter aujourd'hui les graines de projets dont les fruits seront récoltés demain par les futures générations. Voici une phrase qui en dit long et qui a été prononcée à plusieurs reprises. Les conclusions des travaux de cette conférence seront dévoilées jeudi, à retrouver dans votre prochain journal sur Monaco Info. Et dans le reste de votre actualité monégasque, en bref et en images. Une vie à œuvrer pour l'enfance. La directrice de l'association Mission Enfance, Domitille Lagourgue, a été faite mardi chevalier de l'Ordre du Mérite. La cérémonie s'est déroulée dans les locaux de l'association, en présence de nombreuses personnalités, et notamment de Patrice Célario, conseiller de gouvernement pour l'intérieur. C'est le nouvel ambassadeur de France à Monaco, Laurent Stefanini, qui a décoré Domitille Lagourgue. Au nom du président de la République française, et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous fais chevalier de l'Ordre national du Mérite. Merci. Découvrez à présent la dernière création des Farfadets, Brûler des voitures. C'est la parfaite maîtrise de l'agencement dramatique anglo-saxonne de l'auteur Matt Harley. Une équipe de Monaco Info a suivi la toute dernière répétition. Forcer la porte de 3 appartements pour y découvrir des histoires différentes. 3 actes se déroulant en temps réel sur 1h30 qui pourraient même constituer des pièces courtes et indépendantes, tel un véritable puzzle.
en réalité, chaque pièce est un morceau d'une trame unique. Donc petit à petit, on découvre ce qui se passe dans 3 appartements différents. Donc d'abord un premier, ensuite un deuxième, ensuite un troisième. Et au début, on ne sait pas les liens qui tissent, enfin qui se tissent entre les personnages. Et petit à petit, on va les découvrir. Et ce qui est très intéressant, c'est que l'auteur s'amuse à nous duper tout au long de la pièce. C'est-à-dire que, étant donné qu'il n'y a pas de scène d'exposition, donc on rentre dans le vif du sujet, un petit peu comme si on se penchait par la fenêtre et qu'on rentrait dans les appartements en question. Et donc on est à chaque fois emmené ailleurs, volontairement, et puis on se rend compte que c'est pas du tout ça. L'auteur Matt Harley a l'art de tisser des liens subtils d'une scène à l'autre grâce à une écriture effilée et des dialogues crus et incisifs. Déjà, c'est une écriture contemporaine. Ça parle de sujets, on pourrait dire, d'actualité. Ce sont 3 histoires indépendantes, mais qui sont toutes reliées finalement par un point commun, qui relie ces 13 histoires au final. Ça parle de sujets humains. Ce sont des questionnements qu'on pourrait tous avoir. Et ce sont des questions auxquelles on pourrait tous être confrontés à un moment donné, à savoir qui l'on est et qu'est-ce qu'on choisirait dans telle ou telle situation. Je me sens mieux, j'ai même pas eu besoin de mettre les doigts. Vous deux, ça va mieux? Il me semble, oui. Bien, c'est une super nouvelle, on va tous mieux. Que demande le peuple? Wouh! Parle-moi fort. Mes mains tremblent encore. C'est le choc, ça passera. Non, ça passera pas. Jacques! Mais faut bien que quelqu'un soit honnête. Cette sensation ne passera pas comme ça, Lorraine, faudra t'y faire. Tremblement à vie, chérie, tremblement à vie. Putain! Ça n'aide pas. Ce que Lorraine a fait non plus. Dans la structure de l'écriture, c'est vrai que ça démarre tout de suite dans le vif du sujet. Il n'y a pas d'introduction, il n'y a pas de petites scènes pour présenter, etc. Qui on est directement imbriqué dans l'histoire, qui est très naturel aussi, parce qu'il y a des moments où on parle en même temps. Dans le texte, il y a des phrases qui ont un slash, et à ce moment-là, ça veut dire qu'on doit tous parler en même temps, etc. Donc on a essayé, pour que ce soit quand même le plus audible possible, de faire en sorte que ça s'imbrique le plus naturellement possible pour pas que ça couvre nos voix. Mais l'écriture, elle est aussi construite comme ça, quoi. Il y a vraiment un côté sans fioriture. C'est une pièce qui est pas très théâtrale, bizarrement, en fait. Et du coup, c'est vrai qu'il faut quitter un peu ce côté assez dithyrambique, de quitter un peu le côté naturel et de revenir à quelque chose de beaucoup plus intérieur aussi. Et puis d'essayer de faire en sorte de s'approprier ça de la manière la plus naturelle possible. Et tel que c'est construit, c'est vrai que c'est pas forcément non plus évident, quoi. Ça pourrait l'être et en fait, c'est pas si facile que ça, quoi. Brûler des voitures de Matt Harley est à découvrir le 7 novembre prochain au Théâtre des Variétés. Pour terminer, direction l'Opéra Garnier pour un concert de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Le public a pu ainsi découvrir le talentueux premier hautbois solo de l'OPMC. José Sacré vous en dit plus. Siegfried Idyll de Richard Wagner a ouvert le concert donné par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de Kazuki Yamada dimanche 27 octobre à l'Opéra Garnier. A suivi le concerto pour hautbois en ré majeur de Richard Strauss avec un soliste exceptionnel de virtuosité, de précision et de sensibilité, Mathieu Petitjean, premier hautbois solo de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Mathieu, ce n'est pas un succès ce soir, c'est un triomphe. C'est vrai que c'est une communion avec le public et avec les collègues, donc c'était très agréable. Et j'ai une petite pensée pour le jeune oboïste que j'étais. Quand la première fois que j'ai entendu ce concerto, je l'ai trouvé très compliqué. Et je me suis dit, j'ai pas très envie de le jouer un jour parce que j'arrivais pas à rentrer dedans. Et mon ambition, si je peux dire aujourd'hui, c'était de rendre cette pièce agréable avant toute chose à écouter, plus que de la présenter comme un sommet de concours, parce que c'est une pièce de concours aussi. Et j'ai l'impression, avoir la réaction du public, que c'est ce que j'ai transmis. Donc c'est surtout ça qui me fait plaisir, plus qu'un aboutissement technique ou quoi que ce soit. C'était un concerto
très 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 beau, mais qui doit être épuisant physiquement aussi, non? Alors oui, souvent on le compare à une étape du Tour de France. On dit que c'est le col du Galibier ou l'ascension des Alpes. Alors moi j'y vois beaucoup de parallèles avec l'Alpensymphonie par moment aussi, mais c'est vrai que c'est aussi un challenge physique de jouer ce concerto. Et d'ailleurs même pour m'y préparer, j'ai dû faire pas mal de courses à pied pour avoir le coffre, comme on dit en sport, pour pouvoir être serein dans ces grandes montées et ces longues phrases. Qu'est-ce qui fait que vous avez choisi l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo et comment vous y sentez-vous aujourd'hui? Écoutez, c'est un petit peu comme une histoire d'amour, puisque j'étais au milieu de mon histoire, ma carrière en Allemagne, et j'ai été invité à faire une série ici en remplacement finalement de Hautbois Solo qui n'était pas là. Et je connaissais ni la région, ni vraiment très bien l'orchestre. Et puis je passe une semaine assez fantastique avec tous les collègues, les musiciens formidables qu'il y a dans cet orchestre. Et peu de temps après, il y avait la possibilité d'intégrer l'orchestre. Et presque sur un coup de tête, je me suis jeté dessus et je ne regrette pas depuis. Ne manquez surtout pas le prochain concert de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo le dimanche 3 novembre à l'Auditorium Régnier 3. Au programme, l'oratorio Elijah de Mendelssohn. Il y aura plus de 200 artistes sur scène. Découvrez à présent notre invité de la semaine. Il s'agit de Louise Mushikiwabo, la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie. Sandrine Nègre l'a rencontrée. Bonjour et merci de nous accorder ces instants sur Monaco Info dans un emploi du temps, j'imagine, bien chargé. Bien sûr, merci, c'est un plaisir. Alors, est-ce que vous pouvez en tout premier lieu nous rappeler quel est le nom, le titre de la grande réunion, de ce grand rendez-vous organisé cette semaine en Principauté? Alors, cette grande réunion qui est organisée ici dans la Principauté, c'est une réunion ministérielle, le Conseil ministériel de la francophonie. C'est une instance très importante dans la structure et dans la vie de l'organisation. Cette instance sera précédée demain déjà par le Conseil permanent de la francophonie, qui est une sorte de conseil d'administration de notre organisation. Et donc moi, en tant que secrétaire générale de l'organisation, je prendrai donc le contenu, les discussions au niveau du conseil permanent pour les présenter aux ministres qui vont en discuter, débattre et le cas échéant prendre certaines décisions. Cette instance est très importante pour 3 raisons. D'abord, pour moi, en tant que nouvelle secrétaire générale de la francophonie, c'est mon premier rendez-vous avec les ministres de nos États. C'est important qu'on échange, qu'on se parle. Deuxièmement, nous sommes à un moment très important de notre organisation. Nous sommes à la veille du 50e de l'organisation en 2020 et nous avons engagé au niveau de notre organisation toute une réflexion sur l'avenir de la francophonie dans un contexte mondial où il y a il y en a qui disent qu'il y a une crise sur le multilatéralisme ou du multilatéralisme. Moi, je dirais que c'est un cycle important dans la vie politique internationale et donc qu'on se rencontre à ce moment précis est très important. Les ministres ont à la fois un rôle important sur les budgets de l'organisation, sur les décisions concernant la coopération, mais en même temps, les ministres, c'est une fibre politique de nos pays, de notre organisation aussi. Et donc, troisièmement, nous avons besoin de resserrer les rangs à la francophonie, un petit peu comme
ce qui se passe aujourd'hui au niveau des Nations Unies, de l'Organisation des Nations Unies. J'étais ministre des Affaires étrangères de mon pays pendant 10 ans. La même réflexion, cet instinct de changement, de renouvellement, d'ajustement, était aussi à l'Union africaine où je faisais partie de l'équipe des réformes de notre organisation. Donc pour ces 3 raisons, ma première ministérielle, une instance très importante de l'organisation, le fait qu'on est dans une grande réflexion à la veille du cinquantenaire. Nous avons notre sommet de 50 ans l'année prochaine, au mois de novembre, en Tunisie. Et troisièmement, donc, cette nécessité de vraiment nous unir plus. La francophonie se définit d'abord et surtout par la solidarité. Et le monde aujourd'hui, on le sait bien, a besoin de beaucoup de solidarité. Voilà. Une solidarité pour aussi renforcer cette francophonie? Absolument. Pour renforcer cette francophonie, donc dans ce contexte mondial que je viens de signaler, mais aussi le thème de cette réunion ministérielle en thème capital, qui touche à un aspect de la vie mondiale actuelle. La vie mondiale est mondialisée, à savoir comment nous, les humains, nous interagissons avec la planète. C'est la réalité de nos pays aujourd'hui, au-delà de la francophonie aussi, toutes ces perturbations climatiques. Qu'est-ce que nous faisons, nous, les habitants de la planète, pour que ça aille mieux? On connaît la science, nos pays se sont engagés, ont signé des protocoles internationaux importants sur le climat. Et donc, je suis vraiment très reconnaissante aussi à la principauté d'avoir voulu mettre en avant ce thème. Oui, parce que Monaco est très engagé, notamment à travers les actions du souverain, de son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II, en faveur de la protection de la planète. Tout à fait. J'ai eu l'occasion de rencontrer son Altesse Sérénissime au mois de juin, justement pour débattre de ce thème et de comprendre aussi son engagement que je connaissais sur des questions liées au climat, aux océans, à la planète. Et donc, pour moi, ces instances sont vraiment importantes. Vous en avez déjà un petit peu parlé, des réunions, des travaux qui vont réunir tous les participants. À l'issue, il sera aussi important à vos yeux peut-être de dresser un premier bilan et d'évoquer justement les avancées qui auront pu être faites au cours de ces heures de travail. Absolument. Au-delà des heures de travail qu'on aura fait ici à Monaco, je vais saisir l'occasion de la présence d'un nombre si grand de ministres. La participation est très très bonne, presque 40 ministres sur 54. Ça, c'est positif. C'est important, c'est très important. Aussi d'échanger, d'informer les ministres sur toute cette réflexion, parce qu'au niveau du siège à Paris, nous nous sommes réunis 4 fois déjà, dans des réunions que moi-même je préside personnellement avec les représentants qui sont à Paris, pour prendre certaines décisions liées à l'efficacité de notre organisation. Donc, dans les discussions, j'aurai aussi le dernier jour, donc jeudi, le 31, l'occasion, dans un huis clos, avec les ministres, de les informer et surtout de leur demander la validation de ces changements qui sont en fait vitaux pour notre organisation. Un très grand merci pour tous ces éclairages. Merci beaucoup. Et très bon rendez-vous cette semaine en Principauté. Merci à vous, merci beaucoup. Encore merci. Merci. Vous connaissez à présent l'essentiel de l'actualité. Voici les prévisions météo pour ces prochains jours. Jeudi, journée nuageuse et pluvieuse, il fera 13 degrés le matin et 16 l'après-midi. Vendredi, quelques éclaircies durant la matinée, mais la deuxième partie de journée sera couverte avec un fort risque de pluie. Une tendance qui se confirme le week-end. Samedi, journée peu ensoleillée avec encore des nuages et de la pluie.
Même topo dimanche, temps orageux et des averses. Lundi, accalmie avec une prédominance du soleil et une maximale de 17 degrés. Et enfin mardi, retour d'un temps couvert avec nuages et pluie. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À présent, la suite de vos programmes. Très belle soirée à tous sur Monaco Info.